Simodec.tv, la web TV du salon international de la machine-outil et de décolletage. Nous sortons tout juste de la conférence qualité du travail, qualité au travail. Avec moi sur ce plateau, Martine Miret. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ergonome et co-créatrice de Éthique Ergonomie. C'est cela. Et donc monsieur Pierre Staëlé. J'ai bien prononcé. C'est exact. Merci. Responsable département donc, de la prévention, sécurité et environnement de la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie. C'est exact également. Alors vous m'excuserez, je vais commencer par madame. Martine Miret. Alors expliquez-nous, Éthique Ergonomie, votre société, quel est son champ d'application? Alors, Éthique Ergonomie, nous faisons de l'ergonomie généraliste, c'est-à-dire que nous intervenons dans les entreprises pour faire de la performance, pour améliorer les conditions de travail, parfois pour faire de la réparation, mais surtout pour faire de la co-construction et de la performance aux entreprises. D'accord, très bien. Monsieur Staëlé, je passe à vous. Alors, la Chambre syndicale de la métallurgie de la Haute-Savoie. Alors, expliquez-moi, à moi qui n'y connais rien, quel est son champ d'application et pourquoi avoir choisi de faire une conférence en compagnie de la société Éthique Ergonomie. Alors, la Chambre syndicale territoriale de la métallurgie de Haute-Savoie est une organisation professionnelle donc, qui est rattachée à la métallurgie au niveau national et qui intervient auprès des entreprises du département pour les accompagner, pour les renseigner, pour les aider et bien entendu pour leur proposer des démarches du style de celles que nous avons présentées aujourd'hui. D'accord. Alors pourquoi la métallurgie intervient sur le domaine de l'ergonomie? Bien, tout simplement parce que les conditions de travail, la prévention des risques sont des sujets que l'on aborde en permanence au sein de nos organisations. Alors, comment avez-vous conçu cette conférence? Je crois qu'il y avait également une personne intervenante pour avoir, on va dire, le cas concret dans une entreprise. La question, c'était donc qualité du travail, qualité au travail. L'ergonomie, c'est une ressource de plus pour l'entreprise? C'est un facteur d'évolution? Alors, l'ergonomie, oui, c'est une ressource pour l'entreprise, une ressource peut-être un peu méconnue aujourd'hui, mais... Qu'est-ce que c'est d'abord l'ergonomie Parce que moi, on me dit ergonomie, je veux dire ergonomie, par exemple, je pensais à certains ordinateurs d'une marque à la pomme, on va parler d'ergonomie par rapport peut-être au design, à ce genre de choses-là. On a une fausse idée de ce que c'est que l'ergonomie, en fait. Absolument. L'ergonomie, dans le monde traditionnel ou dans la publicité, on vend de l'ergonomie comme étant un objet fonctionnel qui va très bien, qui est le meilleur, mais dans la publicité ou dans le monde autre, on utilise l'ergonomie pour dire qu'un objet est design, un objet est joli, est facile à utiliser, on l'a étudié. Maintenant, nous en ergonomie, notre objectif, c'est l'homme derrière l'ergonomie. Il n'y a pas d'ergonomie s'il n'y a pas d'homme au travail. Voilà. D'accord. Alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a une approche, c'est l'homme pour le travail où on adapte en fait le travail pour l'homme et pas l'inverse. Absolument. Adapter l'homme au travail, c'est faire ce que l'on appelait avant du taylorisme. L'homme est différent, l'homme n'est pas moyen. La preuve, c'est qu'ici, il y a Pierre, il y a moi, on est déjà différents, hommes et femmes. On est grand, on est petit. Donc en ergonomie, on adapte le travail à l'homme. Et non pas l'homme doit s'adapter à la hauteur de la table, à la hauteur de la chaise ou au processus. C'est comment l'homme peut favoriser l'activité par ses expériences, par ses compétences, par son activité. Alors l'analyse au niveau de l'ergonome qui va venir sur le lieu de travail, elle se fait comment? Eh bien nous, quand on vient, on va observer l'homme qui travaille ou la femme qui travaille. L'homme avec un grand H, il y a un opérateur sur une machine. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il le fait? Pourquoi il le fait? À quoi ça sert? Quels sont les éléments qui vont structurer son activité et qui vont permettre de dire il va faire du bon travail, il va être performant, il va être un bon opérateur, entre guillemets, qui va être le moyen pour l'entreprise de faire un produit qui sera performant et qui fera que ce produit sera vendable. Les clients seront contents, mais qui a conçu, qui a fabriqué, c'est l'homme, et qui a conçu, c'est un homme. Il y a toujours un homme derrière une machine. Donc on remonte en ergonomie, on a le poste de travail, d'accord, mais on peut remonter aussi à des causes ou des choses qui sont au-dessus, qui vont impacter l'ergonomie du poste de travail et la qualité du travail. Alors en ergonomie, on ne dit pas poste de travail, on dit situation de travail. D'accord, ok.
Je n'y connais rien. Mais non, mais je le dis, c'est... Donc on va les observer, les hommes au travail, on va se dire... Au départ, on nous appelle monsieur Untel, il a un TMS. Un TMS, c'est un trouble musculo-squelettique, c'est une atteinte articulaire qui fait que on a du mal à travailler, on est en arrêt de travail. Typiquement, canal carpien. Une douleur au niveau du... Donc on intervient, on vient sur ce champ-là, on essaye de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu générer ça, et quand on observe, on s'aperçoit que ok, il y a le poste de travail, mais il y a ce qui se passe dans le poste de travail qui a été générateur. Soit on lui demande d'être trop performant et il ne peut pas. Un homme, c'est qu'une machine. Si on ne met pas de l'huile dedans, à un moment donné, il casse. Voilà. Donc on s'intéresse à savoir ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et à partir de là, quand on a compris, on dit il faut changer telle et telle chose, il faut améliorer telle et telle chose, qui seront correctrices, qui permettront de faire en sorte que cet homme au travail travaille dans de bonnes conditions et fasse du chiffre pour l'entreprise et soit performant, fasse de la qualité et fasse que l'entreprise continue de travailler dans de bonnes conditions. Alors, c'est pas des choses qui sont possibles de faire en interne pour une entreprise. Pourquoi ? Parce que dans les entreprises, on est peut-être trop performance, on a peut-être trop, pardonnez-moi l'expression, la tête dans le guidon pour aller analyser justement les situations de travail des personnes qui sont dans l'entreprise. On a tous chacun nos compétences. Un responsable qualité sécurité, il a ses compétences sécurité. Un responsable qualité, il a ses compétences qualité. Un ergonome, il a ses compétences d'ergonome. Donc c'est l'ajout de ces compétences-là qui fait qu'on peut faire ce genre de choses. On ne se décrète pas ergonome. On n'est pas, parce qu'on a lu un article, on n'est pas ergonome. Donc la ressource, si elle existe en interne, c'est bien. Mais les entreprises n'ont pas toutes l'envergure et les moyens d'avoir un ergonome en interne. Alors comment on fait intervenir un ergonome Est-ce que c'est par exemple justement la chambre syndicale de la métallurgie qui va vous proposer, ou c'est directement au niveau de l'entreprise qui vont décider de vous faire intervenir? Les deux sont vrais. D'accord. Alors Pierre Stallet, justement l'intervention de ces ergonomes, on a déjà des retours sur ce type d'intervention, sur ce qu'elles ont apporté au niveau des entreprises? Oui, clairement, on a des retours. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que l'image de Martine de mettre de l'huile dans les rouages, c'est un petit peu ce que je fais, moi, à mon niveau. On va, avec l'entreprise, avec les gens de l'entreprise, observer les situations de travail qui coincent, qui sont un peu grippées, et on va commencer à dire, est-ce qu'il faut mettre de l'huile à cet endroit-là? Quelle huile il faut mettre? Et c'est une fois qu'on a fait cette analyse préalable qu'on va effectivement dire, eh bien tiens, là c'est vraiment le boulot d'un ergonome. C'est plus le boulot du préventeur. Le préventeur, il a analysé la situation, et puis il y a une étude ergonomique à mener. On va aller chercher l'ergonome parce que, là aussi Martine le disait, chacun son métier. Et le métier de l'ergonomie est un métier à part entière. Alors, sur ces démarches, oui, bien sûr, ça rentre dans l'obligation qu'on a l'habitude de citer, l'obligation de sécurité qui est faite à l'employeur. L'employeur doit éviter d'exposer les salariés au risque professionnel. Donc, toute cette approche, on ne peut pas tout prévenir non plus. On ne peut pas tout prévenir. Alors, on essaie effectivement de travailler le plus possible en anticipation. De temps en temps, on travaille en réaction, évidemment, puisque on doit se dire, tiens, je suis obligé de faire du correctif parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a une maladie professionnelle. D'autres fois, on a le temps de se dire que la situation est à risque. Là, on va intervenir dessus. Donc voilà. Je dirais que tout est un petit peu un mélange des genres, et qu'on essaie de faire pour le mieux. Alors, on fait pour le mieux d'une façon la plus scientifique possible, c'est-à-dire que quand on est toujours en veille et en écoute, on voit quand même, on a des chances de voir apparaître les situations, je ne vais pas dire à risque, mais à complication. Et puis, parce qu'on sait qu'on est sur des sujets qui peuvent être des sujets extrêmement importants en termes d'impact sur la santé des salariés, sur l'absentéisme, parce que quelqu'un qui a une maladie professionnelle, il va être arrêté. Donc, parce qu'on sait que ça a un impact très important, je dirais qu'il y a une concentration des énergies là-dessus. Vous prenez les gens de la sécurité sociale, donc la direction des risques professionnels, de la CARSAT, est très
très préoccupés par cette prévention des troubles musculo-squelettiques. Par exemple, dans les organisations professionnelles telles que la métallurgie, il y a très longtemps qu'on travaille avec des partenaires sur la prévention de ces risques d'exposition à ce qui pourrait générer des troubles musculo-squelettiques et autres problèmes. Donc oui, même si l'ergonomie est une science finalement assez récente, ça remonte aux années 1950, donc c'est quand même pas très très ancien. Dans les entreprises, on s'en préoccupe beaucoup et on essaie justement de se dire, voilà, il ne faut pas qu'on soit dans des situations critiques. Donc pour ne pas être dans des situations critiques, on met en place des mesures de prévention, des démarches ergonomiques et on essaie de le faire le plus tôt possible, le plus à temps possible. Alors, les applications, on va dire, concrètes, lors de la conférence, donc vous aviez une personne, je crois, de chez Franck Epignard qui était là. Qu'est-ce qui a été fait? Quel travail a été fait, typiquement, au niveau de cette société? Si vous avez un exemple à nous donner. Eh bien, sur le travail qu'on a fait avec eux, on est rentré sur l'amélioration des conditions de travail. Il y avait une situation de travail qui commençait à leur poser des problèmes de qualité. Comment on rend du produit de qualité à nos clients. Donc de performance à leur niveau, on va dire. Ça peut être éventuellement, oui, de la performance. C'est-à-dire que si on ne rend pas à notre client du travail de qualité, on va perdre notre client. Ça peut être ça. Ce n'était pas ça en l'occurrence, mais ça peut le devenir. Donc, on travaille là-dessus. J'ai oublié la question. Par rapport à Franck Epignard, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer justement l'amélioration de performance, la situation de travail? On a à la fois mis en place des recommandations de moyens, comment est-ce qu'on allège les conditions physiques des opérateurs, comment on allège les conditions cognitives, c'est-à-dire comment on forme les opérateurs le mieux possible pour que leur activité soit faite, je dirais même, parfois on dit en automatisme. Plus on est en situation d'automatisme, plus c'est facile, mieux c'est fait. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé également sur la formation et sur comment réorganiser leur espace de travail pour alléger la partie cognitive, la partie cognitive et la partie physique, je vais y arriver, en adéquation avec la réalité des opérateurs. C'est-à-dire les opérateurs, ils sont plus ou moins jeunes, plus ou moins anciens, plus ou moins expérimentés, plus ou moins novices. Comment on fait cette adéquation-là pour pouvoir leur donner des moyens? Donc ils ont mis en place des formations pour que leurs opérateurs soient plus réactifs possible sur la qualité et sur la technicité de leur matériel. Et c'est important d'être extérieur justement pour pouvoir analyser ces situations de travail? C'est l'œil neuf, comme on dit. L'objectivité? L'objectivité. Enfin, en ergonomie, on essaye d'être toujours objectif, d'essayer, nous, d'avoir notre ressenti en retrait, parce qu'on n'est pas là pour donner notre avis. On est là pour dire, voilà ce qui se passe, voilà ce que l'on voit, voilà quelle est la relation de cause à effet entre ce qui se passe. On ne juge pas. Quand on est en ergonome, on observe, on apprend à comprendre, jamais on ne juge. Donc on met en relation des effets, des causes, pour pouvoir dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est mieux, et c'est ça qui vous donnera du résultat. Pierre Staël, je crois que vous voulez... Oui, je voulais ajouter simplement, il y a effectivement le phénomène de l'œil neuf. On voit mieux quand on n'est pas habitué à la situation. Et puis il y a aussi, et ça va peut-être froisser la modestie de Martine et des ergonomes en général, il y a aussi l'œil exercé. Parce qu'on est à un moment donné, il faut vraiment avoir une approche un peu experte pour décortiquer la situation, pour voir ce qui est bien, voir ce qui est moins bien, voir ce qui peut faire mal. Et ça... on peut animer sur place des groupes de travail, on peut le faire avec les gens du terrain. Il faut bien entendu les mettre dedans, mais il faut les accompagner. Et l'œil expert va aussi permettre de mettre un petit peu en évidence en disant, mais voyez, ça serait peut-être bien de regarder par là, ça serait peut-être bien de faire quelque chose sur ce point-là. Il y a une nécessité de confrontation en fait. Absolument, absolument. Et la démarche est effectivement une démarche collaborative, mais chacun à son niveau. Et je pense que l'ergonome a quelque chose à apporter. Et moi, j'ai tendance à dire aux entreprises qui me posent la question, quand on me pose un problème, et je suis là pour aider l'entreprise à résoudre ses problèmes, j'ai tendance à dire, ça, on va le faire ensemble. À un moment donné, on va aller chercher l'ergonome parce qu'on va avoir besoin de lui. Vous êtes froissé par ce qu'il vient de dire Non, je ne dirais pas que je suis froissée, mais c'est vrai qu'il a raison. On amène un regard différent par notre métier. Chaque métier a sa vision de ce qui se passe. Et la confrontation de ces visions fait la richesse de ce que l'on apporte. Et effectivement, quand on est en interne, on répète la même chose tout le temps. Quand on vient de l'extérieur, la manière de le dire
Et le fait qu'on soit là pour ça fait qu'on est peut-être plus facilement entendu. Alors si on devait parler rentabilité par rapport à ces actions, est-ce qu'on a une idée du temps que ces actions mettent justement à prouver la rentabilité au niveau du travail, au niveau de la qualité du travail? Ça peut être immédiat comme ça peut être excessivement long. Alors ça peut être immédiat si on fait de l'amélioration sur des manutentions. L'opérateur, tout de suite, il va voir qu'il fait moins de gestes, qu'il a moins mal au dos quand il sort du travail le soir. Et en même temps, en relation, bien, l'entreprise aura moins d'absentéisme. C'est quasiment un effet immédiat. Maintenant, les relations sont plus longues quand on parle de maladies professionnelles. Elles mettent longtemps à se construire, elles mettent longtemps à se déconstruire. Donc ça peut être un effet de 1 à 5 ans, mais le retour sur investissement d'une intervention ergonomique, il peut être de 1 à 2, mais il peut être de 1 à 100. Dans certaines entreprises, on peut leur faire économiser des investissements de plusieurs milliers, voire millions d'euros, tout simplement parce qu'on a recentré sur ce qu'il fallait faire. Alors est-ce à dire que dans les prochaines années, il y aura une nécessité au niveau des entreprises, je pense peut-être principalement industrielles, d'avoir des ergonomes en interne ou d'avoir justement régulièrement des consultations avec des ergonomes ou ce type de professionnels? L'intérêt pour eux, c'est de travailler en amont. Ça leur coûtera moins cher. Le retour sur investissement sera meilleur. Mais avoir des ergonomes en interne, ce n'est pas forcément possible. Une PME ne peut pas avoir un ergonome en interne. Les métiers sont toujours multiples. Celui qui fait la sécurité fait aussi la qualité, fait aussi autre chose. Et le métier d'ergonome demande un investissement important. Et un ergonome n'a pas forcément envie de faire de la qualité et faire de la sécurité en même temps. Donc il y aura ça marche plus. Si. L'ergonome ne sera pas forcément en interne, mais il peut venir ponctuellement et il accompagne l'entreprise. Alors ça veut dire que ce n'est pas en une fois qu'il va pouvoir résoudre entre guillemets le problème de la situation de travail. Il va y avoir plusieurs étapes. Il peut y avoir une étape, plusieurs étapes ou un accompagnement récurrent. Pierre Saëlé, vous, que pensez-vous de ce que vient de dire Martine Miret? Je le partage complètement dans le sens où on revient toujours à la même question. Quand l'ergonome doit intervenir, à partir de quand et jusqu'où? Alors, il y a toute une démarche préalable qui est à faire et qui peut être faite très très bien par l'entreprise, par les organisations professionnelles, pour pouvoir amener justement l'ergonome au bon moment. Et Martine le disait, on ne va pas demander à l'ergonome de résoudre des problèmes de qualité, il va participer à des problèmes d'organisation, mais à un moment donné, bien entendu, les ressources, organisation de l'entreprise vont prendre la main aussi. Donc voilà, c'est vraiment une démarche collective et il faut que chacun joue le rôle qu'il a joué là-dedans. Mais d'une manière cohérente, c'est-à-dire que l'un n'ignore pas ce que fait l'autre. Et donc, c'était aussi un petit peu le rôle des organisations professionnelles d'aider les entreprises là-dessus en leur disant vous êtes plutôt dans tel type de démarche, donc vous allez plutôt vous faire aider par tel type de personnes extérieures ou vous allez pouvoir éventuellement régler les problèmes seuls. Ça peut se faire aussi, bien entendu. Et puis alors, je voudrais ajouter également qu'aujourd'hui, les entreprises sont très... je vais oser le mot, perturbé parce qu'on le raconte au niveau de la pénibilité et de la prévention de la pénibilité. Il ne faut pas se voiler la face, la pénibilité ça existe, il y en a, mais on va aussi mettre en évidence le fait que pour prévenir de la pénibilité, il y a également des situations de travail qu'il va falloir analyser, qu'il va falloir mieux comprendre, et on va en plus, à ce niveau-là, je ne veux pas dire générer de l'activité pour les ergonomes, mais clairement, ils sont dans leur domaine de compétences et dans leur champ d'expertise. Donc, il y a un avenir pour la profession, c'est clair. D'accord, eh bien, je crois qu'on va terminer justement sur cette note d'avenir pour la profession des ergonomes. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas en plateau, nous parler donc de ces interventions d'ergonomes, donc de votre société Éthique Ergonomie et du rôle donc de la Chambre syndicale de la métallurgie en termes de prévention, sécurité et de l'environnement. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve un petit peu plus tard sur simodec.tv.